Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur le plateau du Grand Oral. Nous recevons aujourd'hui François Asselineau, président de l'UPR, l'Union populaire républicaine. Bonjour François Asselineau. Bonjour. Et merci d'être avec nous. L'occasion pour nous de présenter votre mouvement qui est né il y a 7 ans et qui fait, malgré tous les obstacles qui vous entourent, qui fait son petit bonhomme de chemin. Vous commencez à devenir un parti, une formation politique qui compte dans l'Hexagone. C'est exact. D'ailleurs, nous nous sommes présentés aux élections européennes il y a quelques mois. Nous avons été un des 12 partis politiques à pouvoir présenter des listes dans les 8 circonscriptions interrégionales. Et en particulier, notre meilleur score national, ça a été en Outre-mer, justement. On a fait pratiquement 1% des suffrages dans l'Outre-mer. Et de tous les bureaux de vote, de toutes les communes de France, l'endroit où nous avons fait le meilleur score national, ça va vous amuser, c'est à la Désirade. En Guadeloupe. La Désirade. Voilà, où on est arrivé premier avec 37% des suffrages. Alors, il est vrai qu'il y avait une très forte abstention, et puis qu'on a sur place une représentante qui est très dynamique et qui connaît bien la Désirade. Enfin, on a fait 37% des suffrages. Voilà. Au niveau national, soyons plus modestes, on a fait donc 1% en Outre-mer et à peu près 0,41% sur le niveau de l'ensemble de la République. Ce qui n'est pas énorme, bien entendu, mais c'était la première fois qu'on se présentait à des élections nationales. Et il y avait souvent dans les circonscriptions 25, 28 listes. Voilà. Au total, on a fait plus de voix que le nouveau parti anticapitaliste, le NPA de M. Besancenot. Et pour les observateurs, c'est quand même un score tout à fait étonnant. Parce que vous allez le dire parce qu'on ne vous voit nulle part. Voilà, on ne me voit nulle part. On ne me voit tellement nulle part qu'aujourd'hui même, le journal Libération vient de sortir un organigramme des partis politiques, on n'y est pas. Alors ils mettent les plus petits partis qui soient, et puis nous, systématiquement, on nous ignore. C'est un hommage du vice à la vertu, comme on dit. C'est que, en fait, on fait très peur. On fait très peur parce qu'on se développe de façon exponentielle. Nous avons maintenant bientôt 6400 adhérents, parce que c'est une de nos particularités, c'est que nous donnons le véritable nombre de nos adhérents. On a d'ailleurs demandé que l'État fasse un audit par un organisme indépendant du nombre d'adhérents des partis politiques. Vous savez que l'UMP ou le Parti socialiste sont en pleine débandade. D'ailleurs, quand on voit les événements, on le comprend. Nous avons un taux de croissance qui est fulgurant, et uniquement grâce à Internet, d'une part. C'est ça qui est extraordinaire. Et puis les petites télévisions ou les petites radios. Je dis petites sans mépris, mais parce qu'elles ont une moindre audience que les très grands médias comme TF1, par exemple, ou France Inter, ou RTL. Donc ce sont soit les radios locales ou les télévisions web, soit par notre site internet et notre page Facebook que nous développons, et puis le bouche à oreille. On vous a vu quand même une fois sur Antenne 2. Oui, j'ai été à l'invité de On n'est pas couché de Laurent Ruquier, qui a été... Vous avez regretté ce passage d'ailleurs? Non, je l'ai pas regretté parce que ça nous a donné, on a eu d'un seul coup plus de 1500 j'aime en 2 jours sur notre page Facebook, et on a fait au total, c'était le 20 septembre dernier, nous avions 5900 adhérents. Et donc maintenant, à la mi-novembre, on est à 6400 adhérents. Donc vous voyez que, en fait, en moins de 2 mois, on a fait 500 adhérents supplémentaires, ce qui est beaucoup, parce que les gens ne veulent plus adhérer à un mouvement politique. Donc au total, ça nous a quand même servi, ça a accru notre notoriété. Ce que je regrette en revanche, c'est qu'effectivement... c'était une émission différée. Il m'avait été indiqué que ce serait enregistré dans les conditions du direct, ce qui a été le cas. Mais en revanche, ce que je ne savais pas, c'est que ça n'a pas été diffusé dans les conditions du direct. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu des coupes et on a retiré à peu près 60% de ce que j'ai dit. Alors, rassurez-vous, ce ne sera pas le cas ici. Qu'est-ce qui fait peur à la classe politique quand on parle de l'UPR? Ce qui fait peur, c'est que nous avons un mouvement politique. J'ai créé ce mouvement le 25 mars 2007, le jour du 50e anniversaire du traité de Rome qui crée la communauté économique européenne, qui crée la construction européenne. Et ce qui fait peur, en fait, à l'ensemble de la classe politique, depuis l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche, en passant par l'UMP, le MoDem, le PS, c'est plusieurs choses. La première, c'est que, je vais paraître un peu fanfaron, mais je connais mes dossiers.
Et les gens qui m'ont rejoint sont des gens, des professionnels, je pense par exemple au colonel en retraite Régis Chaman, qui est l'auteur du seul ouvrage de stratégie militaire aérienne en français. Je pense à Vincent Brousseau, qui était un des 2 économistes au service de la politique monétaire à la Banque centrale européenne. Donc ces gens m'ont rejoint. Nous connaissons nos dossiers et nous analysons sans changer d'opinion, depuis la création de ce mouvement, que si la France est dans la situation dans laquelle elle est, c'est d'abord et avant tout, c'est pas le seul problème, mais c'est d'abord et avant tout parce que les Français ne décident plus de leur propre avenir, que ces décisions nous sont imposées par la Commission européenne à Bruxelles, la Banque centrale européenne à Francfort et l'OTAN qui est à Bruxelles mais qui est dirigée depuis Washington. Et nous disons, il faut sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Il y a d'ailleurs un moyen tout à fait normal et juridique de le faire. Pour sortir de l'Union européenne et de l'euro, il y a l'article 50 du traité de l'Union européenne. Et pour sortir de l'OTAN, il y a l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord. Et c'est prévu dans les traités, donc c'est possible. Si ça n'était pas possible, ça serait pas prévu. Oui, mais c'est pas ce qu'on dit. Alors, donc nous, on le dit déjà la première chose, c'est qu'on est les seuls à parler de cet article-là. La deuxième chose qui fait peur, c'est que nous sommes un mouvement tout à fait républicain. Et un mouvement, notre programme politique s'inspire de celui du Conseil national de la résistance de 1944, remis au goût du jour, évidemment. Mais par exemple, nous insistons sur la nécessité d'avoir des services publics puissants. Nous sommes contre la privatisation des services publics. Au contraire, on veut les renationaliser. Nous sommes en faveur d'une revalorisation de des bas salaires, notamment du SMIC. Nous voulons lutter contre les délocalisations, mais tout le monde veut lutter prétendument contre les délocalisations. Tiens, tenez, aujourd'hui, en parlant de délocalisation, Renault vient d'ouvrir à Oran une immense usine, une grosse usine de véhicules. Et 2 ministres se sont déplacés pour. Alors, tous les partis politiques français vous disent on va lutter contre les délocalisations. Mais ça, c'est très gentil de dire ça. Mais ils font comment ? La différence avec nous, c'est que nous, on explique aux Français pourquoi il y a des délocalisations. Pourquoi il n'y en avait pas sous De Gaulle, sous Pompidou, sous Giscard, et au début de Mitterrand, on n'en parlait pas. Pourtant, il y avait déjà des pays à très bas coût de salaire. La différence, c'est qu'à l'époque, lorsqu'une entreprise voulait se délocaliser, elle devait, pour construire une usine, par exemple, en Algérie, ou en Slovaquie, ou en Chine, il faut que l'entreprise, elle sorte des centaines de millions d'euros, voire des milliards d'euros pour construire l'usine. Donc il faut sortir, c'est ce qu'on appelle un mouvement de capitaux. Eh bien, à l'époque que j'évoque, sous De Gaulle, sous Pompidou, sous Giscard, sous Mitterrand au début, eh bien, il fallait demander l'autorisation des pouvoirs publics, du ministère des Finances. Est-ce que vous m'autorisez à sortir 1 milliard d'euros pour construire une usine ? Et à ce moment-là, le ministère regardait. Dans quelques cas, il pouvait dire oui, si c'était intéressant. Par exemple, Peugeot avait pu construire une usine en Iran parce qu'on avait examiné, c'était bien pour Peugeot, c'était bien pour l'Iran, c'était bien pour la France, et c'était pas nocif pour les ouvriers français en France, puisqu'on ne pouvait pas réimporter en France les véhicules produits en Iran. Mais désormais, tout ceci, maintenant, nous avons perdu tous les contrôles en question. C'est un article des traités. C'est l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour être précis, qui interdit toute restriction à ces échanges. Donc nous, à la différence de tous les autres mouvements politiques, on explique aux Français, arrêtons de prendre les Français pour des imbéciles. Nous avons un traité qui nous interdit de lutter contre les délocalisations. Alors vous savez, c'est pour ça que les Français sont furieux, en fait. Parce que, regardez, rappelez-vous, pour la campagne présidentielle de 2012, il y avait M. Montebourg, vous vous rappelez, qui disait on allait voir ce qu'on allait voir, il allait lutter contre les délocalisations. On a vu, il a rien pu faire. Et pourquoi il a rien pu faire ? Parce que tout simplement, il appartient à un parti politique, à une majorité, et sous l'autorité du président de la République, François Hollande, qui refuse de sortir de l'Union européenne. Donc l'article 63 s'applique, donc on ne peut pas lutter contre les délocalisations. Et cela va s'aggraver encore avec le traité transatlantique. Absolument, et cela s'aggrave aussi par le fait que nous avons une monnaie, la monnaie européenne, qui est très surévaluée par rapport à la compétitivité de l'économie française. Donc nous on dit, soit on tire les conséquences de ça et on sort de l'Union européenne et de l'euro, soit on ne fait rien, on fait des promesses aux Français, mais le désastre va continuer. Vous savez qu'on perd actuellement quand même à peu près 5 à 600 emplois industriels par jour et une usine par jour. Et la pauvreté se répand à toute allure.
Et tous les Français le savent. D'ailleurs, c'est aussi bien en France qu'en Outre-mer. Donc, nous, il faut prendre maintenant le taureau par les cornes. Alors. Et ça veut dire quoi, prendre le taureau par les cornes ? Eh bien, ça veut dire justement expliquer aux Français, voilà les traités, et voilà pourquoi il faut en sortir, et d'ailleurs, on peut en sortir. Alors c'est là qu'arrive, c'est évidemment très gênant pour l'UMP et le Parti socialiste, parce que tous ces gens-là font carrière, ils savent notamment que l'oligarchie financière industrielle, les gens qui détiennent les grands médias, justement, ne donnent pas la parole à quelqu'un comme moi, donc ils sont obligés de filer doux. Alors, en général, quand nous disons ça, il y a tout de suite quelqu'un dans la salle ou quelqu'un qui nous dit « Ah, vous êtes d'extrême droite ». Non. Et c'est justement ça aussi. C'est la réputation que vous avez. Oui, mais ça c'est. On vous compare souvent à Marine Le Pen et au FN. Oui, c'est fait pour faire peur aux Français. C'est fait pour faire peur aux Français. J'ai déjà dit, je le répète, je paye une caisse de champagne à tous les auditeurs qui pourront me présenter une profession de foi de Madame Le Pen ou du Front National à quelque élection que ce soit d'ailleurs, où il serait question de sortir de l'Union européenne et de l'euro. En fait, le Front National, de temps en temps, critique l'Europe. Ça c'est vrai, critique beaucoup. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Tous les partis critiquent. Mais au moment fatidique des élections, au moment de la profession de foi, où il suffit d'ailleurs d'aller sur son site internet et voir que ça n'est jamais écrit nulle part. Voilà. Alors, nous, la première chose que nous reprochons au Front National, c'est d'abord il ne prend pas du tout les engagements que les Français croient. Et puis, deuxièmement, le Front National est par ailleurs un mouvement d'extrême droite. Il tient des propos qui sont scandaleux. Le fait de sortir de l'Union européenne n'a absolument rien d'extrême droite. La Suisse, la Norvège, l'Islande ne sont pas dans l'Union européenne, ça n'est pas des partis d'extrême droite. Il y a 8 prix Nobel d'économie qui ont conseillé l'année dernière à l'Espagne de sortir de l'euro. C'était des Américains, des Chypriotes, un Britannique. Ce ne sont pas les prix Nobel d'économie, ce ne sont pas des gens d'extrême droite. Au gouvernement britannique actuel, vous avez 2 ministres, Philip Hammond et Michael Gove, qui ont appelé le Royaume-Uni à sortir de l'Union européenne. Ce ne sont pas des gens d'extrême droite. Il paraît que Cameron va faire un pas vers ça. Oui. Donc, il faut bien mettre ça, c'est vraiment important. C'est que les Français comprennent que l'on a le droit de sortir de l'Union européenne, de l'euro, et puis de l'OTAN pour des raisons un peu différentes, mais des raisons de géopolitique internationale, parce que nous considérons que la France est désormais vassalisée par les États-Unis. On a parfaitement le droit de penser ça et de le dire, sans être d'extrême droite. D'ailleurs, nous ne sommes absolument pas d'extrême droite. Il suffit d'aller voir notre charte sur notre site internet. J'en profite pour faire un peu de publicité. UPR.fr, Union Populaire Républicaine. Il suffit d'aller voir notre charte. Il suffit d'aller voir le programme. Et pour constater que nous sommes tous sauf un mouvement d'extrême droite. D'ailleurs, chez nous, il y a maintenant une majorité de nos adhérents qui sont plutôt de la gauche, voire même parfois de très à gauche, qui nous ont rejoints. En fait, il y a de tout. Il y a des gens qui viennent de la droite, du centre, de la gauche et de l'extrême gauche. Parce que nous avons aussi une particularité qui fait peur également, c'est que pour rassembler le plus grand nombre de Français, on a dressé une hiérarchie de priorités. Nous, c'est un mouvement qui se veut provisoire, comme l'a été le Conseil national de la résistance pendant les années 40-44. C'est-à-dire que nous voulons rassembler les Français sur ce qu'ils ont de plus cher. C'est la liberté et l'indépendance de la France. Parce que si on ne fait rien, on est en train de laisser détruire notre pays, notre niveau de vie, notre liberté. On est en train de laisser démolir le droit du travail. Est-ce que les Français sont d'accord pour devenir progressivement des esclaves ? Des gens qui seront embauchés pour 2 heures par semaine, payés à des clopinettes, c'est ça vers quoi on va. Donc tous les acquis sociaux qu'avaient obtenus nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, tout le patrimoine national, les entreprises publiques, etc., qu'avaient constitué les générations qui nous ont précédés, tout ça est en train maintenant d'être vendu ou détruit. Donc, on va vous dire que le monde est en train de changer, que le monde est en mouvement, oui, et que tout cela doit changer aussi. Oui, le monde est en mouvement, c'est sûr, mais par exemple, on parlait des délocalisations. Mais par exemple, si vous voulez, actuellement, on voit que vous avez l'émir du Qatar qui rachète des hôtels à Paris, à Cannes, qui rachète le Paris Saint-Germain, qui rachète tout. Si c'est pas l'émir du Qatar, c'est le roi d'Arabie. Si c'est pas l'émir du Qatar et le roi d'Arabie, ce sont des fonds de pension américains ou bien des milliardaires chinois, etc. Bon. Ce qu'il faut bien comprendre,
c'est que eux n'ont pas accepté la même chose que ce que nous, on nous a fait accepter par l'intermédiaire de l'Europe. C'est-à-dire que vous avez un Chinois qui rachète, par exemple, le château de Gevrey-Chambertin en Bourgogne, qui est un des grands crus de Bourgogne. Vous avez l'émir du Qatar qui rachète l'hôtel Martinez à Cannes, qui est un des grands palaces. Bon. Mais l'inverse n'est pas possible. Si demain vous gagnez à l'euro-million et que vous avez des centaines de millions d'euros à dépenser, si vous voulez acheter un grand terrain au Qatar, ça sera non. Si vous voulez racheter un grand jardin de thé de Chine en Chine, ça sera non. La réciproque n'est jamais vraie. La réciproque n'est pas vraie. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on fait croire aux Français. La mondialisation s'applique à tout le monde. Ça n'est pas vrai. Nous n'avons pas les mêmes règles. Voilà. Nous n'avons pas les mêmes règles. Je voulais revenir sur ce que je disais, c'est que nous rassemblons provisoirement les Français sur cet objectif essentiel de reprendre notre liberté, notre souveraineté, et que ce soit les Français eux-mêmes qui décident de leur avenir collectif, comme normalement ça devrait être le cas. Et pour arriver à ça, pour qu'il y ait chez nous à la fois des gens de droite, du centre et de gauche, c'est pas facile. Donc comment on y arrive ? Eh bien, on se focalise sur les sujets les plus importants, et les sujets que nous considérons comme accessoires, nous les mettons de côté parce qu'ils divisent les Français. Par exemple, nous ne parlons pas de toute une série de sujets sociétaux ou bien de sujets même sur la fiscalité et autres. On se dit ça sera pour après, ça sera pour plus tard. Pour l'instant, focalisons-nous sur l'essentiel et donc c'est pour ça qu'on rassemble des gens venant de tous les horizons. Des rassemblements que ne peuvent faire aujourd'hui nos dirigeants. D'ailleurs, vous les prenez pourquoi ? Pour des pantins dont on tire les ficelles de l'extérieur ? Enfin, je voudrais pas être trop désobligeant, mais tout le monde a bien compris. Enfin, il faudrait être aveugle pour ne pas comprendre, pour ne pas voir que la situation de la France est catastrophique, non seulement du point de vue économique, social, monétaire, budgétaire, géopolitique, diplomatique et autres, mais d'abord et avant tout du point de vue moral. Là, le scandale en ce moment entre l'UMP et le Parti socialiste, ça donne, excusez-moi, je vais être un peu vulgaire, mais c'est une odeur de pourriture. On a affaire à des mouvements quasiment mafieux. Bon, pourquoi ça ? Mais parce que, en fait... Le mot est fort, quand même. Ben, écoutez, comment vous appelez ? Enfin, c'est pas, d'après les informations qui circulent, Monsieur Fillon, l'ancien Premier ministre, aurait dit que Monsieur Sarkozy avait fait des abus de biens sociaux. Il aurait demandé à l'accélération de la justice. Il aurait demandé à Jean-Pierre Jouyet, au secrétaire général de l'Élysée, d'actionner la justice, etc. C'est-à-dire un empiètement de l'exécutif sur le judiciaire. Tout ceci serait des combinations, enfin, voilà. Tout le monde sait qu'à l'UMP, il y a d'ailleurs le nombre de casseroles que M. Sarkozy, c'est un orchestre à lui tout seul. Il a tellement de casseroles qui tintinabulent partout. Et il n'est pas le seul. L'affaire Big Malion attache énormément de gens. Et au Parti socialiste, ça n'est pas mieux. Donc, tous ces gens, en fait, ils sont dans des partis politiques. C'est plus des partis politiques. L'UMP et le Parti socialiste, ce ne sont plus des partis politiques. D'ailleurs, c'est quoi leur programme ? On ne sait même pas ce que c'est le programme. En fait, ce sont des syndicats de placement. Ce sont des mafias. Vous entrez à l'UMP pour avoir un poste, parce que vous savez qu'il y a une espèce de fonds de commerce. Alors, si vous avez l'étiquette UMP, eh bien, les Français qui regardent seulement TF1 ou France Inter, ils vont se dire, je vais voter pour l'UMP, puis après, je vais voter pour le Parti socialiste. C'est très important ce qu'on dit. La politique, c'est un jeu de jazz musical oui. à vos yeux. Il faut que les Français, si les Français sont mécontents, il faut qu'ils arrêtent d'écouter et de regarder les médias les plus importants et qu'ils aillent maintenant chercher de l'information ailleurs et tout spécialement sur Internet. Et il faut qu'ils se ressaisissent. Il faut bien qu'ils comprennent que il y a des Français qui ont voté pour Sarkozy en 2007 en se disant il va changer, il va redynamiser tout. Bon. Ça a été la catastrophe. Rappelez-vous quand même que les Français étaient quand même très mécontents. D'ailleurs, M. Sarkozy avait été élu prétendument pour faire baisser la dette publique, pour arriver à l'équilibre budgétaire. Il a augmenté la dette française de 600 milliards d'euros en 5 ans. On n'avait jamais vu ça depuis Vercingétorix. Bien. Alors après ça, les Français se sont dit, on va changer, on va voter pour François Hollande. Et puis, la patatras, ils sont également déçus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, François Hollande fait exactement, à peu près, la même politique que Nicolas Sarkozy. Bon, il y a des petits détails, il y a des petites choses comme ça, le mariage pour tous, mais c'est pas très important, le mariage pour tous, ça concerne quelques centaines de personnes. Ce qui est très important, c'est le niveau de vie des gens.
C'est qu'est-ce que devient la France, où passe notre industrie, où passe notre agriculture. Ça, c'est important. Et en fait, c'est la même politique qui est menée parce qu'ils n'ont plus les pouvoirs. Le pouvoir a été donné à l'Union européenne, à la Banque centrale européenne, à l'OTAN. C'est pour ça qu'on veut en sortir. Vous voulez dire que l'oligarchie financière dicte ce qu'il y a à faire. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, si les gens qui m'écoutent en ont assez, il faut surtout pas qu'ils tombent dans le piège qui leur est tendu. Le piège qui leur est tendu, c'est de se dire « Ah allez, en 2017, je vais voter Juppé. Parce que Juppé ou bien Sarkozy le retour, ou bien ça sera peut-être après, je sais pas, ou Valls en 2022. Mais si ça continue comme ça tous les 5 ans, ils feront tous la même chose, c'est-à-dire appliquer les directives des traités européens. Vous voulez dire qu'il y a une mise en scène qui est orchestrée d'ores et déjà? Mais oui, le scénario est déjà écrit. Vous savez, c'est comme si on disait aux Français, tiens, on va aller, vous allez voter, voilà un film, donc le scénario est déjà écrit, vous allez voter, est-ce que vous préférez comme personnage principal, comme acteur, est-ce que vous allez voter, est-ce que vous préférez Johnny Depp ou Brad Pitt? Voilà. Mais en réalité, quel est l'intérêt d'avoir Johnny Depp ou Brad Pitt si c'est de toute façon le scénario est toujours écrit? Si c'est un mauvais scénario, si le film est mauvais, eh bien, ça sera toujours un mauvais film. J'ajoute en plus de ça que François Hollande n'a pas le charisme de Brad Pitt. Vous avez été déçu par sa dernière prestation télévisée? Écoutez, c'est minable, voilà. Hollande face aux Français? Mais c'est minable. D'abord, il n'était pas face aux Français. Il était face à quelques personnes qui avaient été présélectionnées selon des critères. Bon, donc déjà, c'est pas face aux Français, parce que s'il avait été face aux Français. Il faudrait qu'il aille. Moi, je me promène depuis 7 ans en France et je fais des conférences. Moi, je suis face aux Français. Moi, je sais ce que pensent les Français. Et moi, je me présente d'ailleurs. Je n'ai pas de garde du corps. Et les gens que je rencontre sont toujours d'ailleurs extrêmement aimables et très gentils. Mais si monsieur Hollande sortait là, se baladait dans la rue, vous verriez, il se ramasserait des tomates sur la figure. Là, il y a 90% des Français qui considèrent qu'il a trahi ses promesses électorales. Et au dernier sondage, il y a plus de 12% des gens qui le soutiennent. Donc c'est se moquer du monde. Normalement, s'il avait été face aux Français, il aurait fallu qu'il y ait 100 personnes, et il y en aurait eu 90 personnes qui l'auraient insulté. Là, il aurait été face aux Français. Donc déjà, cette émission était une émission, c'était du théâtre. Bon, je signale d'ailleurs au passage que je ne trouve pas tout à fait normal que le président de la République s'exprime sur une télévision privée et non pas sur la télévision publique. J'en profite d'ailleurs pour signaler que dans notre programme, nous souhaitons la renationalisation de TF1 pour l'extraire des grandes entreprises privées qui possèdent cette télévision et qui font en permanence diffusent des informations pour abrutir la population. Bien. Alors, deuxièmement, cette émission télévisée, vous avez vu le président de la République. Il croyait quoi? Il croyait qu'il se prenait pour un animateur de variété. Il se prenait pour un employé de la NPE ou de Pôle emploi en train de donner des conseils. Mais enfin, c'est minable. C'est pas ça que les Français ils attendent d'un président de la République. Vous qui êtes sur le terrain, qui connaissez les souffrances des Français, ils vous disent quoi? Mais d'abord, les Français sont complètement déboussolés. Ils comprennent plus rien. Ils ont tous compris que ça va très mal et qu'on va dans le mur. Et ils veulent avoir déjà un bon diagnostic. Donc nous, c'est la première des spécificités, c'est que nous, on fait le bon diagnostic. C'est comme si vous êtes malade, vous allez chez un médecin, vous attendez que le médecin, avant de vous donner des médicaments, fasse déjà le diagnostic. Donc nous, le diagnostic que nous faisons, je l'ai déjà dit, j'y reviens, le problème numéro 1 de la France, ça n'est pas le seul problème, mais c'est le problème numéro 1, c'est que les Français ne décident plus eux-mêmes de ce qu'ils peuvent mettre comme politique. Donc la première chose, c'est que les Français reprennent leur pouvoir, sortent de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN pour qu'ils décident par eux-mêmes des politiques qu'ils veulent. On recentre les choses. Donc. Deuxièmement, si on sort de l'euro, avec une monnaie nationale, nous pourrons gérer notre monnaie de façon à ce qu'elle soit conforme à la compétitivité de notre économie. Actuellement, l'euro est 30% trop cher par rapport aux productions françaises. Nous avons la même monnaie que l'Allemagne, mais nous n'avons pas la même économie que l'Allemagne.
Nous n'avons pas les mêmes usines que l'Allemagne. Nous n'avons pas les mêmes industries que l'Allemagne. Donc, elle va reposer sur quoi, cette monnaie? Eh bien, le franc sera la monnaie, comme c'est vous savez, il y a 190 pays dans le monde, il y a 150 monnaies dans le monde. Donc, nous aurons une monnaie comme le Venezuela a sa monnaie, comme le Paraguay a sa monnaie, le Guarani, ou comme le, je sais pas, moi, enfin. Vous voulez un instrument financier avec lequel vous pouvez jouer au gré des circonstances. Mais, c'est-à-dire avec des taux d'intérêt et un taux de change externe, oui, un taux de change extérieur qui permette de vendre nos productions. Vous savez, il y a une étude qui a été faite, c'est un peu technique, je suis désolé de le signaler, mais il y a une étude qui a été faite par un économiste, Jacques Sapir, ça vaut ce que ça vaut, mais enfin ça devrait faire l'objet d'un grand débat, qui a examiné ce que pourrait procurer la sortie de l'euro avec un franc qui serait déprécié de 30%. Alors c'est vrai que les produits d'importation coûteraient plus cher, mais justement, on importerait moins et on ferait bien davantage travailler en France. Et au total, il a montré que nous pourrions faire diminuer le nombre de chômeurs de peut-être 1,5 à 2 millions. Nous assisterions à une relocalisation des industries. On aurait donc d'un seul coup un taux de croissance qui serait, selon les différents scénarios qu'ils ont bâtis, entre plus 8 et plus 20% en l'espace de 4 ans. Donc c'est ça qu'il faut. Il nous faut absolument redonner de l'oxygène à l'économie française et avoir une monnaie qui ne soit pas beaucoup trop surévaluée comme c'est actuellement le cas. Et que le dollar ne soit plus omniprésent aussi. Oui, alors ça c'est encore un autre problème. Mais ça n'est pas non plus les seules raisons. Je disais tout à l'heure, je parlais de cet article 63 qui interdit les délocalisations. Quand on sera sorti de l'Union européenne, on pourra mettre un terme à ça et revenir au système qui existait avant, je l'ai déjà dit, mais qui existe en Chine, qui existe dans les pays qui marchent, c'est-à-dire un système d'autorisation ou d'interdiction à la fois pour les délocalisations et pour les achats venant de l'étranger. Et puis je vous assure, ça va changer quelque chose qui est très important. Il est possible de réindustrialiser ce pays. Oui, si notre monnaie, si on a une monnaie qui n'est pas surévaluée. Si par ailleurs on met des contrôles aux échanges de capitaux, mais vous savez, la France est un grand pays avec des gens intelligents, des ouvriers et des agents de maîtrise qui ont du talent, contrairement à ce qu'on veut bien dire. Simplement, d'un seul coup, le coût sera moins cher parce que notre monnaie aura été un peu dépréciée, et puis on interdira, si nécessaire, les délocalisations ou les rachats d'entreprises. Mais très rapidement, vous avez des entreprises qui voudront se relocaliser en France. Et puis, je vais vous dire quelque chose qui est encore plus important. C'est que l'économie, ça n'est pas une science exacte. D'ailleurs, si c'était une science exacte, toutes les prévisions seraient toujours vérifiées. Elles ne sont quasiment jamais. Bon. Après, ça fait quand même maintenant 15 ans que la zone euro est en plus faible croissance. Pourquoi ça? Parce que l'économie n'est pas une science exacte, c'est, comme on dit, une science humaine. Le facteur humain, l'enthousiasme, la déprime, le courage, la lâcheté, la façon de se voir positivement ou négativement, tout ça, ce sont des choses. Tous les comportements humains sont très importants. Donc, actuellement, une des raisons fondamentales pour lesquelles la France, mais pas seulement la France, c'est vrai également de tous les pays de l'Europe, notamment de l'Europe du Sud, mais de tous les pays de la zone euro, même l'Allemagne ne se porte pas bien, c'est que les peuples dépriment. Parce qu'ils ne voient pas quel est leur avenir, parce qu'ils ont le sentiment, et à juste titre, qu'ils sont en train de s'appauvrir et que la vie de leurs enfants, de leurs petits-enfants va être encore pire. Donc il y a un sentiment de dépression collective. Et beaucoup de jeunes Français, ils ont qu'une envie maintenant, c'est de s'en aller. C'est soit de picoler, soit de se droguer, soit de rien foutre au boulot, soit de s'en aller parce qu'ils veulent trouver du boulot, ils en ont pas. À partir du moment où d'un seul coup on va reprendre les manettes, où on va avoir notre propre politique monétaire, notre propre politique budgétaire, également notre propre politique diplomatique, où on pourrait dire aux États-Unis arrêtez de nous traiter comme vos larbins, nous n'avons pas les mêmes intérêts géopolitiques que nous. À partir du moment où on va rendre à la fonction de président de la République sa dignité, parce que M. Hollande, je suis désolé de le dire, il salit la fonction de président de la République. Si vous comparez François Hollande à même encore François Mitterrand, et remontons à Charles de Gaulle, c'est effrayant de voir la dégringolade dont il s'agit. À partir du moment où on rendra à la fonction de président de la République sa dignité, à partir du moment où le président de la République défendra l'intérêt des Français et non pas l'intérêt de Goldman Sachs, de JP Morgan, des grands trusts américains ou euro-atlantistes,
À partir du moment où on aura un président qui défendra l'intérêt de son peuple, un peu comme Hugo Chavez a défendu l'intérêt du peuple vénézuélien, ou comme Rafael Correa, qui vient d'être très brillamment réélu d'ailleurs en Équateur. À partir du moment où on défend l'intérêt du peuple français, ben vous savez, les gens d'un seul coup, ça va complètement changer l'état d'esprit. Et à partir du moment où les gens verront de façon positive l'avenir, ça aura un rôle, ça jouera de façon presque automatique, si j'ose dire, sur le taux de croissance. Pour une raison simple, c'est que si vous anticipez que l'avenir va être brillant, ben les chefs d'entreprise, les artisans, etc. vont investir, les gens vont économiser de l'argent, les gens vont éduquer leurs enfants, tout le monde va voir de façon positive l'avenir, et c'est ce qu'on appelle en fait un redressement économique. Tous les redressements économiques de l'histoire les redressements nationaux ont toujours été fondés sur l'amour de la patrie avant et toute autre chose. D'aucuns vont dire que vous rêvez. Je rêve? Oui. Et pourquoi je rêve? Vous savez, on a connu un pays qui était l'Union soviétique. L'Union soviétique s'est désintégrée. Et prétendument, pendant 74 ans, ils construisaient un truc, on ne savait pas ce que c'était. C'était la construction du socialisme. On ne savait pas quand est-ce que l'immeuble serait terminé, quand est-ce qu'on donnerait les clés. On ne savait pas à quoi ça ressemblerait. Et puis, ça marchait pas. Et moins ça marchait, et plus on disait aux Russes, non, il faut que ça continue, c'est parce qu'il n'y a pas assez de socialisme. Bien. Au total, comme ça marchait pas, et comme c'était un dogme d'État, ben progressivement, on introduisait la censure, les médias ne pouvaient pas critiquer, etc. Et puis au bout de 74 ans, ils ont dit, allez, on arrête tout, parce qu'on s'est trompé sur tout. À partir de ce moment-là, la Russie a connu une dizaine d'années terribles. Mais actuellement, la Russie est en plein redressement. Justement. Ça se mesure notamment à la démographie. Et nous, la construction européenne, elle présente beaucoup de points communs avec la construction du socialisme. C'est pas la même chose, bien sûr, c'est pas une appropriation collective de l'économie, c'est une privatisation générale, si j'ose dire. Mais elle présente des points communs parce que il s'agit d'une utopie, il s'agit d'un dogme que l'on impose au peuple contre leur volonté. Comme ça ne marche pas, il est en train de se produire la même chose qu'en URSS, c'est-à-dire que de plus en plus, on est en train d'avoir une dictature. On n'a pas le droit de critiquer, on n'a surtout pas le droit de dire qu'il faut sortir de l'Union européenne, sinon on vous dit « Ah, vous êtes d'extrême droite !» C'est ce qu'ils faisaient en URSS. Les gens qui critiquaient les dissidents comme Solzhenitsyn, comme Andrei Sakharov, Amalrik, ils étaient traités d'extrême droite. Ils n'étaient pas du tout d'extrême droite. Bon. Et bien là, c'est pareil. On pestifère les gens qui remettent ça en cause. Mais vous verrez, un jour viendra où tout ceci va exploser, parce que la situation n'est pas seulement mauvaise en France, elle est mauvaise en Allemagne, en Italie, en Grèce, en Espagne, partout, c'est en train de craquer. Et vous verrez, je ne rêve pas, lorsque les pays auront récupéré leur souveraineté nationale, il se passera un peu la même chose qu'en France à la Libération. À partir de 44-45, le peuple français était très très déprimé en 39-40. C'est le peuple de la défaite. Les peuples français en 1939-1940, c'est épouvantable, l'état d'esprit. En 44-45, c'est un peuple qui est complètement régénéré, justement par avoir récupéré sa souveraineté, son indépendance, avoir récupéré la France. Justement, il faudra une bonne guerre pour régénérer cet esprit que vous nous décrivez. C'est justement... C'est ce vers quoi on s'achemine. Nous essayons justement, nous sommes des gens raisonnables, et nous sommes très inquiets des évolutions actuelles. Parce qu'on a beaucoup dit aux Français, l'Europe c'est la paix. Bon. Alors à partir de ce moment-là, les gens disaient, on peut plus critiquer. Mais nous disons, ça n'est pas vrai. S'il y a eu la paix en Europe occidentale entre 45 et la fin du XXe siècle, c'était pas parce qu'il y avait des directives sur le beurre de cacao ou la taille des sièges de tracteurs émis par la Commission européenne. C'est pas vrai. S'il y a eu la paix, c'est parce qu'il y avait ce qu'on appelait l'équilibre de la terreur entre l'OTAN et le pacte de Varsovie. En revanche, ce qui est en train de se produire en ce moment, c'est que l'Europe est en train de nous emmener vers la guerre. J'ai dit plusieurs fois, je le redis, que nous voulons sortir de l'OTAN. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne place la France sous la tutelle de l'OTAN par un article qui s'appelle l'article 42 du traité de l'Union européenne. En fait, tous les pays de l'Union européenne, pratiquement tous, doivent obéir à l'OTAN. Et l'OTAN est pilotée essentiellement par Washington. Et l'Europe est en train de devenir désormais des espèces d'agents, de supplétifs, de collaborateurs des États-Unis pour aller attaquer les ennemis désignés par les États-Unis. L'Afghanistan, l'Irak, le Sud-Soudan, la Libye, la Syrie, l'Ukraine. Maintenant, on est en train de dire aux Français qu'on a des ennemis,
ce sont les Arabes et les musulmans, et puis ce sont les Russes. Bon, et accessoirement, d'ailleurs, les Latino-Américains qui sont pas gentils, on les présente aussi, et puis les Chinois. Bref, on a une idéologie qui nous place dans une posture intellectuelle où sans arrêt on dit aux Français, regardez comme ils sont méchants, il faut aller leur faire la guerre. Donc nous disons, il faut absolument sortir avec cet engrenage, parce qu'au train où ça va, on va aller en conflit avec la Russie, qui est la deuxième puissance nucléaire mondiale. Justement, c'est le moment où on choisit pour couper un peu les ponts avec la Russie. Parce que la construction européenne nous place sous la tutelle des États-Unis d'Amérique. Et cette construction est une construction, je me permets de le dire, parfois les gens sont surpris quand on dit ça, mais j'insiste. C'est une construction qui est limite raciste. Pourquoi ? Parce qu'on dit aux Français, vous devez fusionner avec des pays scandinaves ou des États baltes, par exemple la Finlande ou bien l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie. Les Français ne savent pas qui c'est, d'ailleurs. Moi, j'ai rien contre ces peuples, mais ce sont des peuples avec lesquels on n'a pas de lien particulier, ni historique, ni linguistique, ni migratoire, ni commerciaux. Bon. En revanche, la France, elle a des liens extrêmement importants avec les pays du Maghreb, avec les pays d'Afrique francophone, avec un certain nombre de pays de la Caraïbe, je pense à Haïti, avec des pays latino-américains, avec des pays d'Asie et des pays du monde arabe. Charles de Gaulle avait laissé à la France une politique arabe, des liens également avec la Russie. Donc nous disons que cette construction européenne, en fait, ressemble un peu, attention à ce que je dis, mais je le dis délibérément, c'est un peu la politique de l'apartheid. Vous savez ce qu'il y avait en Afrique du Sud, où on voulait séparer les Blancs des Noirs, des Indiens, etc. Ben c'est ça, en fait. Et nous disons que c'est une erreur tragique, et en plus de ça, moralement condamnable. C'est une erreur tragique parce qu'au XXIe siècle, c'est pas comme ça que les choses doivent se passer. Au XXIe siècle, tous les peuples doivent être en contact les uns avec les autres. Voilà. Nous devons avoir les meilleurs liens possibles avec les pays de la Caraïbe, avec les pays latino-américains, avec les pays du monde arabo-musulman, avec les pays d'Afrique, a fortiori les pays francophones. C'est parce que ça votre conception de la mondialisation. Oui, nous ne sommes pas pour la mondialisation, parce que la mondialisation, c'est un mot codé, en fait. Quel mot vous mettez à la place ? Nous, on prend un mot qui est un beau mot français, qui était là, le génie français, c'est le mot universel. Nous sommes pour un universalisme, c'est-à-dire que notre vision du monde, et ça c'est aussi ce qui nous distingue des autres, hein, parce que tous les partis politiques français sont tous là à dire qu'il faut faire l'Europe. Il faut faire l'Europe. Quand vous dites mais pourquoi il faut faire l'Europe ? Au bout du compte, ils vous disent mais vous vous rendez compte ? On va être submergé par les Arabes, par les Noirs, par les Indiens, par les Russes, par les Chinois. Ils ont peur, mais nous on n'a pas peur. Nous on est pour l'universalisme, c'est-à-dire qu'il faut qu'au XXIe siècle, d'une part, les États on respecte les identités nationales de chaque État. C'est fini. Il faut plus qu'il y ait un peuple qui veuille dominer les autres. Et ça, c'est les peuples blancs qui se sont passés le mistigris pendant 2000 ans. Ils voulaient être les empereurs, les rois du monde. La France aussi, elle a connu cette phase-là avec Napoléon. Maintenant, c'est les États-Unis d'Amérique qui veulent dominer le monde entier. Donc nous, on dit, au troisième millénaire, c'est plus comme ça que les choses doivent se passer. Il doit y avoir un concert des nations. C'est-à-dire qu'il faut respecter, c'est un mot très important, le mot de respect. Il faut respecter l'identité nationale de tous les États. Ça, c'est un point important. Chacun doit pouvoir gérer son pays comme il l'entend. Mais pour autant, il faut également développer les liens d'amitié, de coopération industrielle, économique, culturelle avec tous les États du monde, sans faire de distinction nauséabonde, suspecte, entre les pays blancs, disons le mot, et les pays blancs chrétiens et puis le reste du monde. Ce que je dis là, d'ailleurs, c'est exactement la charte de l'Organisation des Nations Unies de San Francisco qui avait été faite à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La charte de l'ONU précise bien que chaque État a le droit de se développer comme il l'entend. On ne doit pas faire d'actes d'ingérence dans les affaires intérieures des autres États, mais on doit développer la coopération entre les États. C'est exactement, nous voulons revenir, nous, aux idéaux de la Charte des Nations Unies. Nous voulons redonner aux Nations Unies sa vigueur. Nous voulons d'ailleurs qu'il faudrait qu'il y ait une réforme du Conseil de sécurité pour qu'il y ait des pays latinos, un pays comme le Brésil ou un pays comme l'Inde puisse avoir un poste au Conseil de sécurité, un poste permanent. Et nous proposons, alors je renvoie les auditeurs
à notre programme. Nous voulons redonner à la francophonie, aux liens qui nous ont été tissés par l'histoire, des liens très importants, sortis d'un rapport de domination. Il ne s'agit pas de refaire la France-Afrique, mais avoir des liens, j'allais dire, de nature politique, d'avoir une espèce de francophonie politique qui permettrait, dans un certain nombre de cas, de faire valoir la vision francophone du monde dans le monde international, dans les échanges internationaux. Je crois que vous avez été le seul parti à prendre position lorsque la ministre des Universités et de la francophonie voulait finalement passer au-dessus de tout cela. Oui, Madame Fioraso, qui est la ministre, qui était ministre et qui est toujours d'ailleurs ministre de l'enseignement supérieur, a fait voter une loi où maintenant en France, on va pouvoir suivre des études supérieures en anglais. C'est absolument scandaleux. C'est d'ailleurs une trahison des pays qui nous ont fait confiance, une trahison des Québécois, c'est une trahison des pays d'Afrique. J'ai participé à un débat dans une petite télévision avec Christophe Ondelat, où il y avait Calixte Beyala, vous connaissez cette auteure qui est franco-camerounaise. Oui. Elle était là à défendre ma position. Il faut que nous ne devons pas avoir honte de ce que nous sommes. La langue française est une vision du monde comme la langue anglaise. Il n'y a pas que la vision du monde. Les Français, par exemple, sont un peuple qui est un peuple de juste milieu. Nous ne sommes pas en France. On ne veut pas faire une économie collectiviste. C'est pas notre génie. On ne va pas avoir une économie complètement socialisée. D'ailleurs, ça n'a marché nulle part. Bon. Mais on n'est pas non plus des ultralibéraux. On ne veut pas une économie à l'américaine. Les Français, ils veulent qu'il y ait un État assez fort, assez puissant, qui assure la justice sociale entre les gens. Et les Français, moi j'ai jamais vu au cours de mes 7 ans ça fait 7 ans que je parcours la France. C'est ce que vous leur garantissez ? Oui, parce que les Français, ils veulent qu'au grand moment de la vie, c'est-à-dire la naissance, l'éducation, la maladie et la mort, en fait les Français, ils veulent que tout le monde soit traité à peu près de la même façon. C'est peut-être notre vieux fond chrétien qui est derrière. Et tous les Français, qu'ils soient de droite, du centre, de gauche, sont très attachés à ça. Le modèle américain, c'est pas ça. Le modèle américain, il y a 50 millions d'Américains qui n'ont pas de couverture sociale. Et si on laisse l'Europe actuelle mener sa politique à son terme, ce qui est prévu au programme, c'est le démantèlement de la sécurité sociale, c'est qu'après il y aura une médecine pour les riches, une médecine pour les moins riches, une médecine pour les pauvres, une médecine pour les très pauvres qui n'auront pas de médecine du tout, et ça c'est intolérable pour l'esprit français. Ça, cette vision-là que nous avons, c'est une vision qui est largement partagée par beaucoup de peuples du monde. Merci François Asselineau de nous avoir fait part de vos réflexions et d'avoir été notre invité. François Asselineau, donc président de l'UPR, Union populaire républicaine.